Bienvenue dans cette nouvelle interview des experts hyper. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Joëlle Payaume. Elle est fondatrice et directrice de Résalliance, Résilience plus Alliance plus Réseau, une approche méthodique et pragmatique de l'inclusion pour une transformation durable des entreprises et des organisations. Elle mêle aussi l'authenticité et le pragmatisme combinés à une vision holistique, systémique et intersectionnelle qui est le sujet principal de l'interview d'aujourd'hui. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Salut les héroïnes, salut à tout le monde, bienvenue dans cette 21e interview des experts hyper. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joëlle Payaume. Et je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je vais me présenter et Joëlle le fera ensuite parce que c'est d'autant plus intéressant qu'elle se présente. Moi, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes justement dans la neurodiversité. Donc, des femmes à haut potentiel, multipotentiel et hypersensibles à révéler leur potentiel. Et du coup, j'ai créé maintenant on appelle ça podcast, interview, je sais pas comment on l'appelle, mais pour vraiment donner des nuances, faire réfléchir les gens sur le domaine de la neurodiversité. Et aujourd'hui, on va aborder un thème particulier qui est la neurodiversité et surtout l'intersectionnalité. Un bien grand mot que Joëlle va nous expliquer. Et Joëlle, ma question maintenant, c'est qui es-tu? Bonjour Sandrine, déjà, et puis, merci de m'accueillir dans ton interview. Alors, qui je suis? Ça, c'est une grande question. J'ai toujours du mal à dire et je commence toujours par dire je suis un être humain parce que certaines personnes ont tendance à l'oublier nous sommes tous des êtres humains. Donc, avant tout, je suis un être humain. Ensuite, je vais me définir par mon genre. Je suis une femme africaine et je suis une femme noire vivant en Europe. Voilà. Ok, tu as toujours vécu en Europe? Non, je suis née en Afrique, je suis née au Cameroun, hein, donc je suis d'origine camerounaise. Et je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans à peu près, suite à une prise de poste de mon père dans une organisation internationale à Paris. D'accord. Et puis, on reparlera évidemment peut-être même à la fin en fait de ce que tu fais. Mais d'abord, on va parler de qui tu es encore plus en profondeur et notamment dans le domaine de la neurodiversité. Moi, j'aurais aimé que tu nous parles un petit peu de tes atypies, de tes bizarreries, etc. On adore parler avec les personnes de tout ça. Alors, mes atypies, je sais pas si c'en sont parce que je me vois pas forcément comme plus différente que le reste des êtres humains. Mais j'ai pris conscience que j'avais une manière de fonctionner au niveau cérébral qui était différente quand même de la majorité, on va dire ça comme ça. Mhm. Et comment ça se manifeste? J'ai une fâcheuse tendance à comment dire, à faire des connexions entre des choses qui, à première vue, n'en ont pas, à faire des liens entre des sujets qui potentiellement ne sont pas forcément liés directement. Et moi, je vois la connexion tout de suite. Et ce qui fait que je suis un peu passionnée par les problématiques dites complexes parce que ce qui m'intéresse, c'est de mettre bout à bout des choses, de connecter des choses qui apparemment n'ont rien à voir, mais qui sont complémentaires. Et puis pour amener des solutions. Donc je sais pas si c'est une atypie, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Et puis aussi il y a autre chose, quelque chose dont j'ai souvent entendu, qu'on m'a souvent dit quand j'étais depuis que je suis toute petite, c'est que je suis trop sensible. Hmm. Donc voilà quoi. Donc c'est quelque chose que j'ai souvent entendu pendant mon enfance et que j'avais un peu mis de côté et qui m'est revenu dessus il y a à peu près 5 ans et où j'ai commencé justement à faire des connexions, à réaliser que je fonctionnais peut-être différemment de la grande majorité des personnes. Parce qu'au-delà du côté hypersensible, j'ai aussi une forme d'empathie qui a tendance parfois à m'étouffer, moi presque. Et puis surtout, j'ai des valeurs qui sont très fortes en fait. Et là, c'est là où je pense que je suis différente de la majorité des personnes. J'ai des valeurs qui sont très fortes et je n'arrive pas à faire sans ces valeurs-là. Je peux pas aller à l'encontre de mes valeurs. Et mes valeurs, c'est l'intégrité, c'est la justice notamment. Et quand je vois des choses qui sont injustes, je ne peux pas m'empêcher de vouloir apporter des solutions pour corriger les injustices. Voilà. Eh ben merci. Et du coup, ces prises de conscience justement de cette
hypersensibilité à l'âge adulte ou de cette façon de penser différemment. Voilà, c'est plutôt récent. Est-ce qu'au début c'était plutôt un inconvénient et c'est devenu une force? Comment ça s'est passé pour toi, toutes ces En prises fait, de on est pris conscience? conscience il y a 5 ans, à peu Hmm. près. Suite à une expérience très traumatisante dans le monde du travail, où Mhm. j'ai vécu du harcèlement, de la discrimination, voilà, tout team, et où je suis passée dans une phase de creux, pour ne pas dire de dépression assez profonde, et qui m'a amenée à réinterroger qui je suis, à vraiment faire un état des lieux en profondeur, parce que le harcèlement et les discriminations, ça mène à une chose, hein, ça attaque l'intégrité des personnes Mhm. et ça vous fait douter de vous. Donc il faut aller, quand on vous fait douter de vous, vous perdez confiance en vous, vous perdez l'estime de vous, il faut faire un travail en profondeur pour reconstruire tout ça. Et ce travail en profondeur m'a amené à apprendre à mieux me connaître et à découvrir des facettes de moi, ou en tout cas à comprendre certaines facettes de moi et à découvrir en fait mon mode de fonctionnement. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que bah oui, mon cerveau il percutait parfois plus vite que d'autres sur certaines problématiques. J'avais tendance à comprendre certains problèmes en avance. J'étais parfois un peu trop en avance en fait au niveau de Mhm. mon travail même, ce qui m'a valu justement aussi, je pense, qui est rentré aussi en compte dans le harcèlement que j'ai j'ai pu subir au travail. C'est quand vous êtes un employé qui capte certaines choses avant votre manager et vous savez pas forcément expliquer pourquoi. C'est que je vois les problèmes en fait Mhm. et je vois les dysfonctionnements et puis du coup la solution elle me vient quasi instantanément et je vais trop vite par rapport à certaines personnes. Donc j'identifie le problème, j'amène la solution et puis quand vous êtes dans une organisation comme toutes les organisations de travail avec une hiérarchie et que si vous captez les choses avant votre manager, vous avez la solution avant votre manager et avant des personnes qui ont des postes beaucoup plus élevés que vous, vous pouvez avoir tendance à vous attirer les foudres, outre les jalousies, enfin voilà. Donc quand j'ai dû faire mon introspection, on va dire, il y a 5 ans, suite à cette expérience, là j'ai réalisé que oui, ça aussi, c'était rentré en ligne de compte dans mon harcèlement, en fait, au travail. C'est-à-dire que c'est pas juste une histoire de sexisme, c'était pas juste une histoire de racisme, mais en plus de ça, j'avais une différence invisible Mhm. qui est rentrée en ligne de compte et puis tous ces trois aspects, sexisme, racisme, plus diversité cognitive, voilà, voilà, ça faisait de moi une cible toute trouvée pour le harcèlement, quoi, et la discrimination. Ouais, et c'est vraiment là on va rentrer dans le vif du sujet justement aujourd'hui sur tout ça et on parle d'un mot important aujourd'hui, c'est l'intersectionnalité. Moi finalement c'est un mot que j'ai découvert sur le tard avec toi d'ailleurs hein, dans le cadre de Résilience dont on parlera à la fin. J'ai écouté des podcasts etc. Et ce sujet m'intrigue donc j'aimerais bien d'abord que tu nous donnes une définition. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi intersectionnalité? Et puis aussi que tu nous dises, bah tiens, est-ce que aujourd'hui c'est devenu un mot à la mode, un truc à la mode, ou tu penses que c'est quelque chose justement qui va devenir très important à décortiquer? C'est un domaine qui nécessite beaucoup d'exigences, voire scientifiques, parce que, enfin, tu vas nous expliquer pourquoi, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va justement prendre de l'ampleur? C'est quelque chose qui prend de l'ampleur et qui, heureusement, aujourd'hui est intégré dans les discussions autour de l'égalité, autour des questions de discrimination aussi. Donc, c'est un terme qui a été alors inventé, on va dire, le terme intersectionnalité en tant que tel par une juriste afro-américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Donc, c'était en 1996, je crois. Enfin, c'était il y a plus de 30 ans où elle a créé ce terme pour pouvoir mettre en lumière les oppressions particulières que vivent les femmes noires américaines, qui sont à la croisée du sexisme, du racisme, et à l'époque aussi, il y avait l'histoire de classisme, donc les classes sociales. Et Ok. ces femmes-là vivent trois oppressions en même temps qui sont interconnectées. Donc on ne peut pas les prendre l'une à la suite de l'autre, elles agissent conjointement, interactivement. Et elle s'est rendue compte, Kimberly Crenshaw, que dans les politiques de diversité ou d'égalité aux États-Unis à l'époque, celles qui visaient l'égalité de genre Oui. privilégiaient ou ne se focalisaient que sur la problématique des femmes dites blanches, celles qui focalisaient sur la race
finalement ne focaliser que sur la problématique des hommes noirs et les femmes noires étaient laissées pour compte. Donc, elle a créé ce terme pour attirer l'attention et mettre la lumière sur justement des formes d'oppression qui interagissent, qui se nourrissent l'une l'autre et qui doivent être prises en compte dans leur ensemble. Donc, voici un bref résumé. Après, il y a beaucoup de littérature sur le sujet maintenant sur Internet. Et donc aujourd'hui, oui, ce terme maintenant est entre guillemets pris en compte dans les discussions en Europe, en France notamment, en Suisse également. En Suisse, on parle de discrimination croisée. Donc c'est quand un même individu ou un groupe d'individus est concerné par plusieurs formes de discrimination en même temps. Donc dans mon cas, ou si on doit prendre un exemple, femme noire, il y en a au moins deux, et maintenant j'ai envie de dire avec la diversité cognitive, ça peut en faire trois. Si j'avais été handicapée, bon, on en rajoute une couche, ce qui fait que les personnes qui sont à la croisée des discriminations, la manière dont l'exclusion sociale ou les mécanismes d'exclusion vont s'exercer, ça va être différent. Une femme noire ne vit pas la même chose qu'un homme noir. Bien sûr. Une femme noire ne vit pas le sexisme de la même manière qu'une femme blanche. Et là, je parle dans le contexte européen. Hein. Donc, si j'avais été en Afrique et je vivais en Afrique, le discours serait différent. Donc, une femme à haut potentiel et une femme ne vit pas la même chose qu'un homme à haut potentiel. C'est aussi pour ça exactement, que voilà. j'ai fait cette chaîne. Donc ça, c'est important à bien saisir de manière à ne pas exclure ou à ne pas mettre sous silence un des aspects de la personnalité des personnes qui peuvent être ciblées une fois de plus par des mécanismes d'exclusion. Et est-ce qu'il y a de plus en plus justement de littérature ou de recherche par rapport à ça? Parce que c'est complexe de justement voir l'exponentialité du cumul en fait de toutes ces discriminations. Comment on arrive à avancer aujourd'hui sur ce sujet? Il y a de la littérature, il y a des recherches qui sont faites maintenant par des femmes européennes aussi, donc en Europe. Okay. Il faut chercher sur Internet. J'ai pas de nom. Alors si j'ai des noms, mais comme d'habitude, j'ai un truc avec mon cerveau, c'est que il me donne les infos quand il a envie, tu vois. Donc là, je vois le visage de la personne et je ne vois pas le nom. Le nom ne me vient pas à l'esprit. Mais tu sais ce qu'on peut faire aussi, on pourra mettre sur la vidéo en description des références. Si ça te revient après, il y a aucun souci. Exactement, voilà. Donc non, il y a en fait, si on s'intéresse à cette question-là, on va trouver. La question, c'est est-ce que, et là, c'est une vraie question, est-ce que on a vraiment envie de s'intéresser à la problématique ou à la dimension intersectionnelle des choses? Est-ce qu'on a envie de se confronter à ça? Parce que accepter de se confronter à ça, ça veut dire remettre en question l'ordre établi. Et beaucoup de lois et de politiques. Exactement. Donc, c'est sortir du statu quo. Et je ne sais pas si il y a autant de personnes qui ont envie d'aller dans ce sens. Mais si on veut y aller, je veux dire, c'est complexe, mais ce n'est pas compliqué. Faut faire la différence entre les deux. Un problème complexe, c'est un problème qui fait appel à différentes dimensions, à différents aspects qu'il faut considérer les uns avec les autres et voir les interactions de chacun des aspects les uns par rapport aux autres. Mais au final, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est pas compliqué. C'est une question de volonté. Et on voit justement de plus en plus dans les entreprises, et tu vas me dire si tu penses que voilà c'est louable ou s'il y a aussi des inconvénients à ça. Il y a de plus en plus de formations de groupes LGBT, etc., femmes, enfin au potentiel, femmes, etc. Mais justement toujours des groupes séparés. Est-ce que tu penses justement que voilà c'est déjà une première marche, mais que c'est pas suffisant? J'ai envie de dire, c'est un départ parce que les personnes ont besoin d'être avec des personnes qui vivent les mêmes expériences qu'elles et qui peuvent les comprendre. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on ne vit pas quelque chose, c'est difficile de comprendre l'impact et de réaliser l'impact que ça peut avoir. Un homme ne peut pas savoir ce que ça fait d'être une femme. Il aura beau essayer d'être dans. Alors, c'est bien d'avoir de l'empathie, mais on me dit tant qu'on n'est pas dans les chaussures de quelqu'un et qu'on ne vit pas au quotidien les contraintes, les difficultés, c'est difficile. Donc, et ce qui se passe souvent, c'est que quand on essaie de partager son expérience avec quelqu'un qui ne l'a pas vécu, naturellement, l'être humain a tendance à minimiser, voire à nier quelque chose
sur le prétexte que moi, je ne l'ai pas vécu. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, un exemple, une phrase maintenant que j'aime bien ressortir. Les gens qui ont encore tendance à vouloir dire qu'il n'y a pas de que le racisme n'existe pas, tu sais, voilà. Il y a encore des gens qui vont essayer de minimiser ça. Alors 2023 quand même, bon, maintenant pour moi c'est plus une question. Alors non, je demande est-ce que vous avez le HIV ou est-ce que vous avez un cancer? Non. Est-ce que le cancer, ça existe? Bah oui, ok. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas un cancer que vous allez nier l'existence du cancer. Donc, appliquez ça à n'importe quelle autre problématique dans la société, en gros, quoi. Donc, moi, je peux même plus rentrer en question sur expliquer que tel problème existe, que le sexisme existe, que le racisme existe, que le validisme existe, que le classisme existe, enfin bref. Toutes ces discriminations, elles existent, point. Maintenant, il faut faire face et il faut voir comment ensemble on avance pour trouver des solutions, quoi. D'accord. Du coup, je pense que je suis passée à autre chose. Je ne me souviens plus de ta question. Tu vois, ça encore, c'est le cerveau, là. Oui, non, en fait, tu as répondu. C'était aussi l'idée de dire, bah voilà, on se rend compte avec tout ça que voilà, la catégorie femme n'est pas du tout homogène et uniforme et qu'il y a bien plus de nuances que ça et que les nuances peuvent être, c'est les 50 nuances de gris de la femme. Et c'est vrai, si tu ajoutes toutes ces formes de potentiel différence et donc discrimination, parce qu'évidemment, comme tu dis, elles existent, ça peut devenir complexe. Ah oui, tu parlais des groupes en anglais, le terme c'est Employee Resource Group, donc des ERG, enfin ça nous vient encore des États-Unis. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, idem, ces groupes-là, la question qui se pose, c'est quand vous êtes à la croisée, vous êtes une femme lesbienne, noire, musulmane, handicapée. Vous allez dans quel groupe? Alors, je suis tombée sur une lecture il y a même pas 2 jours, donc c'est très intéressant que tu me poses cette question, justement, sur ces Employee Resource Group. C'était un article d'experts en diversité et inclusion des États-Unis. Et une qui disait, mais on lui pose souvent la question, bah, dans quel groupe je vais? Et elle dit, bah, en fait, il faut aller dans tous les groupes, hein, finalement. Parce que la problématique, c'est que si on commence à s'enfermer dans un groupe et à refuser d'autres, ben, on participe aussi à l'exclusion. Donc, le groupe des femmes, si on a un groupe global femmes en entreprise, pour permettre aux femmes de prendre confiance en elles, etc. Je sais que les entreprises, elles font de plus en plus, elles proposent de plus en plus des ateliers à leurs employés, femmes, etc. Et qu'on est une femme noire, ben, on doit pouvoir être accepté dans ce groupe-là. Et s'il y a un groupe pour les employés noirs, ben, les femmes noires doivent aussi pouvoir être acceptées là-bas. Après, la question, c'est est-ce qu'elles vont s'y sentir pleinement acceptées? Parce que si une femme, alors je prends mon exemple parce que c'est le plus simple, hein, et c'est le plus visible maintenant. Si je suis une femme noire et il y a un groupe pour aider les employés noirs dans une organisation, je pense à une pour laquelle je suis intervenue il y a 1 ou 2 ans pour une conférence justement qui avait été organisée par le groupe des employés noirs, c'est bien, mais il y avait du sexisme, enfin, il peut y avoir du sexisme aussi, et il y a du sexisme de toute manière, parce que ben, les hommes, pas tous, ok, mais et moi je l'avais vu aussi dans la manière dont j'avais pu échanger avec certaines personnes où je me suis dit mais bon, ok, donc il faut que moi je puisse me sentir suffisamment bien accueillie dans ce groupe-là et ne pas vivre de sexisme dans ce groupe-là. Et si je vais dans le groupe des femmes, ben il faut que je puisse être bien accueillie. Et quand je verbalise mon expérience multiple d'être pas seulement une femme, mais d'être une femme noire, que ce soit aussi accepté, que mon expérience ne soit pas niée ou que ce ne soit pas minimisé. Donc, c'est très complexe une fois de plus, mais pas si compliqué que ça. Pourquoi? Parce que pour moi, maintenant, il s'agit d'accepter tous les êtres humains, quelles que soient leurs différences visibles ou invisibles. Et moi, c'est quelque chose que je fais depuis 5 ans maintenant, depuis que j'ai décidé, depuis que j'ai switché au niveau professionnel et que je me suis lancée dans que j'ai commencé à concevoir des solutions justement pour renforcer l'inclusion dans le monde du travail, je me l'applique à moi au quotidien, puisque j'ai créé une association en 2020, il y a presque 3 ans maintenant, qui s'appelle Résalience. Et dans cette association, quand je l'ai créée, j'ai été confrontée, entre guillemets, à de la diversité. Certes, on a beaucoup plus de femmes dans l'association, mais c'est des femmes de tous les âges. La plus jeune à 23 ans, la plus âgée, plus de 60 ans, c'est tous les profils, c'est toutes les origines. Et c'est toutes les classes sociales. Et je me souviens, quand je lançais l'association, je me disais, waouh, en fait, je suis en train de pratiquer ce que je prêche et c'est très bien. C'est-à-dire que je suis confrontée à des gens qui fonctionnent différemment. Au niveau cognitif, la même chose. Et ça brasse, quoi. Mais c'est tellement de richesse.
Parce que justement, si on veut construire une société plus inclusive, il faut intégrer le point de vue de tout le monde. Il faut tout intégrer. Et c'est pour ça que moi, mon approche de l'inclusion, ben, elle est transverse, elle est forcément intersectionnelle, dans le sens où elle prend en compte toutes les différentes facettes d'un être humain. Et à partir de là, ben, si on veut accepter l'être humain dans son entièreté, dans son unicité, ben, on est ouvert, quoi. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement pour la majorité des êtres humains. Une fois de plus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire vraiment abstraction et d'accueillir toutes les différences, quelles qu'elles soient. Et ben ça, c'est dû à nos biais, conscients ou inconscients. C'est dû à notre éducation. Aussi, il y a les peurs, il y a l'ego. L'ego qui, derrière l'ego, c'est la conscience que l'on a de soi par rapport au groupe, aux personnes qui nous entourent. Et derrière l'ego, on retrouve les complexes d'infériorité, de supériorité. Donc, on va avoir des femmes qui vont dire, OK, féministe, et puis j'accueille toutes les femmes, mais qui vont être bloquées par rapport à certains profils. Et puis les femmes avec une intelligence différente vont peut-être aussi ne pas être si bien acceptées que ça dans des groupes dits de femmes. Donc c'est un travail personnel, c'est un vrai travail personnel à faire. C'est ce que j'allais dire, on a vraiment tous des biais et à un moment donné, je pense que la première chose, c'est la bonne foi de reconnaître que nous aussi, on en a et de les regarder en face parce que souvent, on pointe à l'extérieur et c'est ça, je pense, la complexité de tout ce que tu viens d'énoncer, des discriminations, sauf qu'on se rend pas compte qu'on est la première personne sûrement à le faire tous les jours et que ça, la reconnaissance, pour moi, c'est déjà la moitié du chemin. J'ai des biais. C'est la conscience de soi. Mais combien de personnes sont prêtes à se regarder dans un miroir? Très peu de gens, en fait, parce que les gens ont peur de ce qu'ils vont y découvrir. C'est qu'il faut être d'accord avec le fait de s'accepter avec ses zones d'ombre, ses parts d'ombre. On a tout. Et j'ai envie de dire, mais le jour où on a réussi à faire ça, on est libre. Et puis surtout, on est heureux. Moi, je me remets en question tous les jours. Enfin, déjà, j'avais une fâcheuse tendance avec mon cerveau en question. Ouais. Donc, aussi, c'est un des trucs où je dis, ouais, bon, tu sais faire ça. Pourquoi bon, voilà, c'est mon mode de fonctionnement. Je suis dans une remise en question constante parce que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de m'assurer que je fais bien les choses. Enfin, bon, bref. Et, mais le jour où j'ai accepté, et ça c'est venu probablement de mon travail d'introspection, pour ne pas dire de psychanalyse, suite à ce traumatisme, à un moment, on est confronté à ces parts les plus sombres. Mais c'est OK. Je dis, un être humain n'est pas parfait. Donc, il faut l'accepter. Et d'accepter de se confronter à ça et de s'aimer malgré ces parts d'ombre, mais c'est juste magnifique, quoi. Parce qu'au final, on se donne cet amour à soi et on est à même, du coup, d'accepter les gens tels qu'ils sont, quelle que soit leur part d'ombre. Mais attention, pour moi, l'acceptation, ça veut pas dire je prends tout et je me laisse marcher dessus. Et c'est pas non plus ça l'inclusion. Parce que certaines personnes vont avoir tendance à, à essayer de dépasser les limites, tu sais, et à vous faire porter plus de choses que vous n'êtes censé porter sous prétexte que vous êtes dans l'inclusion, vous êtes dans la justice, donc en fait faut accepter ce qui vient de moi et non. C'est aussi, il y a aussi de la réciprocité. Mais j'entends des fois ça aussi. Mais toi qui es dans l'empathie, tu devrais comprendre. Donc tu dois être une carpette en fait. Tu devrais te laisser marcher. Ah mais ça j'adore. En étant dans une association qui traite ce genre de problème, je le vis aussi très souvent. Et j'ai des profils qui parfois confondent un petit peu ce que Résalience fait et le mur des lamentations. Donc souvent, je fais attention, c'est pas le mur des lamentations. Donc j'ai dû à un moment recadrer quand même plusieurs fois en disant OK, je suis pas là pour prendre la misère du monde sur moi, d'accord. Certes, je suis dans l'empathie, mais il y a des limites. Et ça s'appelle le respect de soi aussi. Donc, il faut savoir dire non. Être dans l'empathie, c'est pas tout accepter de tout le monde. C'est se respecter soi, c'est se faire respecter. Et de ne pas accepter certaines choses, c'est aussi aider les autres. Parce que les personnes qui ont tendance à vouloir vous faire porter des choses, c'est des personnes qui ne veulent pas assumer la responsabilité de leur propre vie. Et il faut, voilà. Donc, pour moi, c'est très important de mettre ces limites-là. Et j'ai envie de dire, avec des profils qui sont très dans l'empathie, c'est une grosse problématique, d'apprendre à mettre des limites. Donc, c'est un travail qu'il faut faire. Des fois, c'est le travail d'une vie, mais besoin et limites, je pense que c'est la problématique de beaucoup de personnes de la diversité cognitive.
Et justement, moi, tout ce que tu me dis, je me dis, bon, elle est arrivée là. C'est son voyage de l'héroïne. Hein. Tu connais le voyage du héros de Campbell. Justement, la personne qui affronte ses parts d'ombre pour trouver sa lumière, qui revient à la maison et qui justement peut transcender tout ça et enfin partager le fruit de son expérience. Et moi, j'aimerais que tu nous racontes en fait justement la partie où tu as dû affronter tes démons et notamment la partie harcèlement, cette discrimination. Hein, tu nous avais dit harcèlement moral, sexuel, institutionnel. J'aimerais que tu nous racontes, alors pas dans le détail, enfin dans le détail que tu veux surtout, brièvement comment ça s'est passé, comment tu as pu le transcender et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, parce que voilà, on dit toujours tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça a failli te tuer, mais comme tu disais dans un podcast, aucun travail ne mérite qu'on meure pour lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que je pense qu'il y a des gens qui imaginent même pas que dans ce siècle, ce que tu as vécu puisse exister. Alors, le truc, c'est que j'en ai parlé dans ce fameux, le podcast dont tu mentionnes, En crise. Donc, les gens peuvent le trouver Mais sur de Spotify. Marine Ravinet, si vous voulez aller voir, c'est En crise, épisode numéro 4. Numéro 14. Ah, 14, pardon. Ouais. Donc là, je raconte un peu le détail. Donc, ça dure 50 minutes, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais en gros, il y a 5 ans, dans une multinationale en Suisse, ici, j'ai vécu, comme ce que j'ai, le pire qu'on puisse vivre au travail. Une histoire de harcèlement, mais descendant, ascendant, mobbing, donc de groupe, et puis surtout avec une couche de harcèlement institutionnel où l'organisation, on a remis une couche dessus en me faisant subir un interrogatoire qui a duré même pas à peu près 6 heures. Et sortie de cet interrogatoire, je suis partie direct en dépression, en fait. Donc, c'est pas tant les années de harcèlement sexuel, moral, mobbing qui ont eu raison de moi, en fait. C'est ce dernier épisode qui était la goutte d'eau. La goutte d'eau, ouais. Bon, dans mon cas, il y a eu un procès, comme je dis toujours, ça a duré 2 ans, qui pour moi a été très salvateur parce que ça m'a permis de confronter les personnes, parce qu'en Suisse, quand il y a un procès au prud'homme, vous pouvez convoquer des témoins, y compris des témoins de la partie adverse. D'accord. Donc, je suis tenue à faire venir les personnes qui étaient derrière mon harcèlement. Et je me souviens, mon avocat m'avait dit, mais vous savez, ils vont venir dire du mal de vous, hein, ils vont pas venir vous soutenir. Je fais, mais je sais, je suis prête. Je suis prête, hein, mais ils vont venir, ils vont surtout se contredire. Parce que tous, ils font partie d'une espèce de complot, de chasse aux sorcières. Certains ont conscience, d'autres un peu moins. Donc moi, je voyais ça. Espèce d'omerta derrière. Et puis il y a l'omerta. Donc moi, en fait, avec mon cas, j'avais commencé pendant mon procès et toute la procédure. J'avais fait j'étais comme distanciée de mon cas, en fait. Je commençais, en fait, à étudier mon cas, mais vraiment comme un cas d'étude. Donc, j'avais une certaine distance et j'étais en train d'analyser tout ce qui se passait comme si j'étais dédoublée, comme si c'était plus moi. Une dissociation, comme si c'était, voilà. Et je revois encore les images des audiences. Il y a quand même eu 8 audiences, hein, qui est du jamais vu quand même pour ce type de procès au prud'homme en Suisse. Et je me souviens à chaque fois, je me vois moi assise et je vois le public, je vois les gens, je vois les réactions des juges. Je pourrais en dire beaucoup là-dessus. Je vois les personnes qui sont appelées à venir témoigner, qui sont devant le juge et qui tremblent et qui bredouillent quand on leur demande pourquoi vous avez dit ci ou qu'est-ce que vous entendiez par ça. Certains qui nient leur implication alors que ils sont confrontés à des preuves écrites. Enfin, je vois ça, c'est comme une pièce de théâtre et je me dis, wow, être humain, qu'est-ce qu'il peut être En fait, moi, pendant toute ma procédure, ce qui me drivait, j'avais une question qui me revenait à chaque fois, c'est pourquoi. C'est une fois que je suis sortie de ma dépression, je me suis dit, OK, il y a des gens qui ont essayé de te détruire, OK, parce que le principe aussi, hein, derrière le harcèlement, je veux toujours le rappeler, c'est pas de faire du bien à la personne, c'est de détruire psychiquement l'autre. Il y a plusieurs psychiatres qui ont écrit sur la question, hein, notamment Marie-France Irigoyen, que je cite tout le temps, parce que c'est un de ses livres qui m'a permis de prendre conscience de ce qui m'était arrivé et qui m'a permis clairement de sortir de la dépression aussi. Parce que tant que je n'avais pas compris ce qui se passait, et moi et ça aussi c'est un piège probablement avec ma manière de fonctionner au niveau du cerveau, j'ai besoin de comprendre les choses. C'est-à-dire, je peux pas faire quelque chose si je comprends pas. Il faut que je comprenne. Je comprends tellement ce que tu veux dire. Et tant que j'avais pas compris, je moulinais et je restais dans ma dépression.
Et du moment où je suis tombée sur ce livre et que j'ai compris ce qui s'est joué, parce que dans ce livre, elle explique les mécanismes, et je me suis dit, waouh! De manipulation, puisqu'elle a beaucoup écrit là-dessus. Et c'est derrière le harcèlement, vous avez beaucoup de manipulation, parce que le but des harceleurs, c'est d'inverser les rôles, hein. Bien C'est sûr. que vous portiez la responsabilité de ce qu'on est en train de vous faire. Et comme ça justifie en plus. Donc, si ils arrivent à vous persuader que vous êtes une mauvaise personne, ça justifie en plus ce qu'ils vous ont fait, quoi. Donc, il faut réussir à casser ce truc et à comprendre ce qui se joue. Et une fois que vous avez compris ça, là, vous pouvez commencer à vous reconstruire. Mais au-delà de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, donc le comment, après, c'était, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce comportement? Ces Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait? Et ben ça, c'est le procès qui devait me le donner, m'apporter cette information. Et puis, ben, pendant le procès, les gens, finalement, il y a rien qui est ressorti, j'ai rien fait de mal, hein. Et je me souviens de la plaidoirie de l'avocat de la partie adverse. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai écrit un bouquin et je veux pas spoiler le bouquin. Hein. Mais en fait, ce qui est ressorti derrière, c'est en gros, on n'a rien à lui reprocher. Mais alors, c'est quoi le problème? C'est 2 ans de procédure, c'était interrogatoire de 6 heures, et puis pendant le procès aussi, c'est ce qui a été mis en lumière, c'est qu'il y avait déjà des choses, il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place en interne pour essayer de trouver des choses à me reprocher. Donc, il y avait vraiment une chasse aux sorcières depuis quasiment le premier jour. Et pourquoi vous embauchez quelqu'un pour ses compétences? Parce que j'ai jamais été embauchée pour autre chose que pour mes compétences. Ça aussi, c'est un truc à dire, hein. Quand on fait partie des groupes minorisés, je préfère dire ça plutôt que des minorités ou sous-représentées. Sous-représentées. Quand on nous embauche, c'est pas pour nous faire une fleur, hein. Quand on met une femme à un poste de responsabilité, c'est pas parce qu'elle est pas compétente. En général, c'est parce qu'elle est plus compétente que d'autres hommes, d'ailleurs. Donc, quand on prend une femme noire pour la mettre dans un certain poste, c'est pas parce qu'on lui fait une fleur et parce qu'on est gentil. Parce que ça, c'est pour casser le truc des gens qui disent, ouais, l'histoire de diversité, on leur donne tout. Oui. Enfin, faut arrêter, hein. Faut arrêter. On vous embauche quand vous êtes dans un groupe minorisé. Il faut savoir qu'on attend de vous que vous soyez 5 fois plus performant que le groupe, on va dire, majoritaire. C'est clair. Donc, pourquoi vous m'embauchez moi pour me faire subir ça? Et c'est là où on se dit non, en fait, on t'embauche toi parce que tu es super compétente, mais il faut que tu apprennes à rester à ta place, parce que ça aussi, c'est une phrase que j'ai entendue. Il faut que tu apprennes à rester à ta place. Sinon, tu vas devenir le bouc émissaire de tout le monde. Mais à ce moment-là, ben, si vous voulez pas de mes compétences, ne m'embauchez pas. Mais ne m'embauchez pas pour me briser. Bon. Ouais, c'est très fort. Donc voilà, du coup, ce procès m'a vraiment permis, moi, de comprendre justement que le problème ne venait pas de moi et de confirmer ce que j'avais compris à un moment pendant ma dépression et pendant parce que pendant les 2 ans où ont duré cette procédure, je me suis énormément documentée sur le harcèlement, les discriminations, sur la psychologie, le mode de fonctionnement des êtres humains, la neurodiversité et le juridique, bien évidemment. J'étais quasiment devenue l'assistante juridique de mes avocats. Je me souviens, j'allais chercher parce que c'est ça aussi le cerveau quand t'es dans j'allais chercher c'est la boulimie qui commence du sujet de je veux savoir. J'allais chercher des jurisprudences à l'étranger, UK, France, tout. Enfin, je les noyais de trucs en disant, mais voilà, des arguments. Donc, j'étais rentrée, en fait. À un moment, je me suis dit, je crois que je vais reprendre mes études de droit parce que là, il y a tellement de choses à faire. Ben, entre-temps, je me suis intéressée au droit, après, le droit du travail, après, je me suis intéressée forcément à la psychologie parce que pour comprendre la psychologie sociale, les interactions, pourquoi l'être humain dysfonctionne, etc. Sachant que oui, il y a la question de l'ego de l'être humain, mais il y a aussi la question des systèmes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un système dysfonctionne. Et les systèmes derrière ne suivent pas, les systèmes eux-mêmes sont biaisés, mais qui c'est qui construit les systèmes et pourquoi? Enfin, et puis après, il y a aussi la question, bien évidemment, du coaching parce que pendant tout ça, je cherchais aussi du travail, je devais rebondir. Et puis donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à rebondir, à garder la tête froide et puis à reconstruire son estime. Donc, c'est tout, en fait, j'ai commencé, comme tu disais, la boulimie et à m'intéresser à toutes ces questions. Et là, on revient peut-être sur la neurodiversité ou la diversité cognitive. C'est que quand il y a un sujet qui m'intéresse et que j'ai besoin de comprendre, je vais aller très, très, très profond. Je vais aller vraiment faire des recherches et je vais devenir limite une experte sur la question. Plus que les experts eux-mêmes, parfois. Il faut le dire. Hein. Alors, je sais pas, moi, en tout cas, une fois de plus, je me vois pas plus que telle, mais voilà, j'ai besoin de ça. Ça peut être plus fin, plus pointu. Et surtout,
c'est pas tant réinventer la roue, parce que moi, ce que j'ai compris aujourd'hui et le talent, entre guillemets, que je me reconnais et que j'assume désormais, ça c'est compliqué, hein, c'est que j'ai cette capacité, comme je dis au départ, à voir la connexion entre des sujets et à construire des solutions derrière. Donc, c'est exactement, en fait, ce que j'ai fait pour venir avec Résilience. C'est que, sorti de mon expérience, je me suis dit, waouh, tu as appris tellement de choses. Et puis, quand tu parles aux gens, les gens arrivent à se reconnaître dans ton expérience, même si ils n'ont pas vécu. Les raisons de leur harcèlement sont certes différentes des tiennes, mais le harcèlement, les discriminations, il y a quelque chose de commun, c'est que ça attaque l'intégrité et ça a un impact sur la confiance en soi, etc., etc. Donc, quand je m'exprime, il y a beaucoup de gens qui, le fait d'avoir vécu du harcèlement ou de la discrimination, quelle qu'elle soit, quel que soit le type, ils se reconnaissent dedans. Et je pense que ça sera le cas aujourd'hui avec ce podcast. Je suis sûre qu'on aura des retours là-dessus. Et puis de comprendre maintenant qu'est-ce qui se joue dans les organisations. Alors dans cette organisation, j'étais responsable des process achats, on va dire ça comme ça. Ok. Donc et puis de la relation avec les fournisseurs. Donc la fonction achat, c'est la fonction la plus interconnectée dans une entreprise. C'est-à-dire qu'on est connecté avec toutes les fonctions internes et avec l'externe. Ouais. Pour l'avoir vécu justement, pas moi, mais avoir travaillé avec ça, je trouvais que c'était la fonction la plus connectée, effectivement. Donc tu es au cœur d'une entreprise avec ça. Et tu comprends comment fonctionnent les choses, tu comprends les rôles, responsabilités, etc. Donc, quand j'interviens, parce que aussi une de mes casquettes aujourd'hui au niveau professionnel, c'est que j'interviens aussi dans des entreprises pour faire des enquêtes, notamment pour faire de l'audit de leur process en lien avec toutes les questions d'exclusion, harcèlement, discrimination, inclusion, diversité. Et j'ai cette capacité à comprendre les dysfonctionnements, parce que ça, j'ai appris ça aussi de mon cas, les failles du système, et comment certaines personnes arrivent à prendre en otage leur employeur. Parce que le problème, je dis aussi, ce n'est pas tant l'organisation qui est le problème. C'est quelques personnes dans l'organisation qui outrepassent leurs droits, qui sont dans un délire égotique, il faut le dire clairement, qui sont dans de la jalousie pure et malsaine. Donc, c'est tous ces collaborateurs, les uns les autres, qui finalement vont pourrir une situation et qui vont se cacher derrière les process de l'organisation et qui, même dans mon cas, typiquement, utilisent ces process-là pour mieux briser quelqu'un. Donc, l'employeur doit se prémunir pour pouvoir identifier les situations le plus rapidement possible, mener des enquêtes non biaisées pour pouvoir comprendre justement le rôle des uns des autres et pour pouvoir mettre en place des solutions pour préserver l'intégrité de l'être humain, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, éviter que des personnes attaquent l'intégrité et détruisent psychologiquement et physiquement, parce qu'au final, la destruction psychique, ça vise la mort physique. Il faut mettre des mots sur les mots. Ouais, le harcèlement, c'est pas quelque chose d'anecdotique. Oh, j'ai perdu confiance en moi. Non, le but, c'est de tuer l'autre. C'est de s'en débarrasser. Donc, c'est vraiment une arme. Je parle souvent de harcèlement en tant qu'arme létale, en fait. Mais qui permet de commettre le crime presque parfait parce qu'il n'y a pas... Parce que très insidieux. Très insidieux, il n'y a pas d'arme du crime. Voilà. Donc c'est ça. Du coup, avec Résilience, l'objectif, inconsciemment, j'avais commencé en fait à construire cette solution puisque j'ai identifié les failles. Je me disais, mais au niveau juridique, il manque ça, au niveau de l'accompagnement, il manque ça, au niveau du coaching, il manque ça, et puis il faut connecter tout ça, et puis quand on accompagne les personnes, il y a une méthodologie, etc. Et puis en 2020, on se retrouve confinement, etc. J'ai pas retrouvé de travail. Et comme je sais pas rester sans rien faire, je commence à créer un groupe de réflexion pendant le confinement où j'invite c'était majoritairement des femmes, à réfléchir à une manière d'approcher l'inclusion de manière innovante, pragmatique et puis surtout très concrète pour résoudre le problème. Et puis on se réunit toutes les semaines et puis on discute, etc. Et moi je prends des notes, mais je me rends pas compte, tu vois. Et puis petit à petit en fait je commence à créer le truc. Et puis en juin 2020, sortie du premier confinement, je dis ok, il est temps que tu passes à l'action. Et puis il y a aussi d'autres synchronicités, des rencontres avec des personnes, parce que du moment où on se met en marche, qu'on est pleinement aligné avec ses valeurs. Et moi, il y a toujours ces questions de valeurs. Quand on est pleinement... Et je me rappelle d'ailleurs quand tu m'as contacté, je pense que c'était à ce moment-là, la première chose dont tu as parlé, c'est j'ai reconnu des valeurs en toi que j'ai aussi, et du coup, ce serait sympa de se parler. C'était ça le début de la discussion, je crois. Parce que c'est toujours comme ça. Moi, je connecte avec les gens selon leurs valeurs. Je m'en fous de qui tu es, de quel poste tu as, de quelle fonction, de quelle couleur. Franchement, moi, ça ne m'intéresse. Enfin, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Si on partage les mêmes valeurs,
il y a des chances qu'on puisse faire quelque chose ensemble. On peut devenir amis, on peut devenir partenaire professionnel, on peut s'entraider à un moment, mais c'est d'abord les valeurs. Et c'est pour ça que dans le référencement, parce que Résalliance, entre-temps, j'ai créé une SARL aussi qui a développé une plateforme donc pour accompagner les personnes qui sont victimes de harcèlement ou de discrimination de toutes les formes au travail. Et dans cette plateforme-là, on référence des praticiens, donc des avocats, des thérapeutes, des coachs en transition de carrière. Et il y a tout un questionnaire de référencement, hein, donc c'est une sélection. La première question, c'est est-ce que vous êtes pas compliant? Je sais plus comment je l'ai écrit. Oui, je me rappelle, oui. Comment elle est formulée cette question? Je sais plus, mais est-ce que vous partagez les valeurs, les 3 valeurs de Résalliance, intégrité, justice et inclusion? C'est la première question. Donc il faut, alors ça peut paraître bête comme ça, mais le but c'est de faire réfléchir les gens. Tu cliques. Parce que quelqu'un qui en a pas grand-chose à faire de la question de la justice, ça va pas le faire. Tu vois, il y a un truc qui va, parce que dans le référencement, hein, quand j'ai lancé le premier référencement, et que toi tu en faisais partie en 2020, en novembre 2020, on a envoyé le questionnaire à plus de 500 praticiens sur toute la Suisse romande. Hein. Et on a quand même eu un bon taux de retour, c'est-à-dire 10%, donc qui est plutôt un bon taux de retour. C'est super. Je veux dire, je t'ai connu de nulle part. L'association, on l'a lancée en octobre 2020. En novembre, 2 semaines après, je contactais des gens. Mais les 50%, justement, les 10% qui sont venus, on a organisé des calls, parce que derrière, au-delà du référencement, c'est les gens remplissent un questionnaire et ensuite on a un entretien de référencement. Et la première question que les gens me posaient, c'est mais comment, vous avez mes coordonnées? Et puis moi, la première question que je posais, c'est pourquoi vous avez répondu au questionnaire? Parce que quelqu'un qui vous contacte débarque, vous connaissez pas ni d'Ève ni d'Adam, une association qui vient de se créer. Les gens me disent, et parce que c'est des gens, du coup, qui avaient répondu quand même à une salve de 18 questions, hein, où on les amène à réfléchir. Donc, c'est vraiment pas c'est pas juste, je clique des cases. Et moi, je disais aux gens, moi, j'ai eu vos coordonnées parce qu'on a fait une recherche, croisée avec des praticiens qui exercent dans tel domaine et puis qui sont sensibles à la question des discriminations. Et eux, ils me répondaient qu'ils avaient répondu au questionnaire parce qu'ils se sont dit, waouh, enfin quelqu'un qui prend le problème de manière holistique. Puisque moi, je dis que l'approche de Résalliance, elle est holistique, elle est systémique et elle est intersectionnelle. Et il disait, c'est la première fois qu'on voit une structure qui mêle tous ces différents métiers pour répondre, pour résoudre un problème. Et ils étaient déjà curieux de savoir comment m'était venue cette idée. J'aurais dit, parce que c'est du vécu. Parce que si on n'a pas vécu tout ça, on peut pas savoir justement où se font les liens et où est-ce qu'on peut optimiser les choses, etc. Et puis donc pendant cet entretien avec les praticiens, je revalide effectivement l'alignement avec les valeurs parce que c'est pas une chose juste de dire oui je partage vos valeurs, c'est dans la discussion, dans l'échange, on capte beaucoup de choses aussi. Donc et après il y a des praticiens qui n'ont pas donné suite. Et ça, en fait, je le sentais déjà parce que dans l'échange qu'on a eu, dans le truc, il y a un alignement qui se faisait pas. Et puis les praticiens qui sont restés, qui ont été... Et j'aime bien quand tu dis, et là justement, c'est ça aussi la neurodiversité, c'est holistique et organique, c'est pas que dans la tête, c'est je le sens pas. C'est pas que je sais, c'est aussi que je le sens pas. Exactement. Mais je peux pas l'expliquer pourquoi, mais je le sens pas. Et c'est cette forme d'intuition qu'il ne faut jamais challenger. Ça aussi, c'est peut-être comment dire ça, c'est peut-être un conseil que je peux donner aux gens qui fonctionnent différemment et qui sont dans l'empathie énormément. Et moi j'assume, on m'a tellement dit quand j'étais petite que j'étais hypersensible. Aujourd'hui, je dis oui, je suis hypersensible, mais ça me fait pas peur de le dire parce que je le sais. Et une fois que je le sais, les gens ne peuvent plus s'en servir contre moi. Parce que c'est là aussi où je dis la conscience de soi, c'est très important. C'est que ce que vous vous cachez à vous-même, vous pensez qu'en fait, en vous cachant, vous allez vous préserver ou ça vous protège. Non. C'est l'inverse. C'est l'inverse qui se passe parce que les autres qui le savent, ils maîtrisent, ils savent quelque chose de vous que vous ne savez pas. Et moi, dans mon harcèlement, les gens autour de moi savaient exactement comment je fonctionnais. Ils savaient que j'étais hyper empathique. Ils savaient que j'étais hyper sensible. Et c'est pour ça que la manière dont ils m'ont traité, ils savaient que ça allait m'atteindre aussi. Mais aujourd'hui que je sais que je fonctionne comme ça et que je l'assume et que je le dis, je dis en fait les gens n'ont plus de prise sur moi. Donc pourquoi je te parlais de ça? En fait, c'est aussi sortir tu sais, tu nous disais aussi, j'ai pas été éduquée dans le mot victime. Et ça aussi, ça sera intéressant qu'on en parle, mais c'était passé du mode, oui, j'ai été victime de ce truc-là, mais je ne me positionne pas en tant que victime parce que j'ai fait une introspection sur moi et je sors de ce truc-là, du triangle de Karpman, parce que oui, à un moment donné, c'est arrivé, je l'admets, mais je ne reste pas là-dedans. Et il faut l'admettre parce que typiquement dans ma thérapie,
oui, comme je disais dans cet autre podcast, depuis toute petite, le mot victime, il fait tellement pas partie de ma culture, de mon éducation, de ma famille. Et quand je vais voir la thérapeute à un moment, la psychologue qui m'a vraiment aidée, un jour, elle me dit, vous savez, Madame Payom, tant que vous n'aurez pas accepté que vous avez été une victime, vous sortirez jamais de votre dépression. Parce que je dis, ah non, mais je suis pas une victime. Elle dit, mais si vous n'êtes pas une victime, vous vous êtes auto-infligé tout ce qui s'est passé? Vous vous êtes auto-harcelé, vous vous êtes auto-discriminé, enfin, tout ça, ça vient d'où? Donc, il y a un moment où il faut être il faut accepter que on a été victime à un instant T, et ça ne fait pas de nous quelqu'un de faible, quelqu'un de moins important, de moins compétent. Mais dès l'instant où on accepte, et je me souviens ce jour-là, elle m'avait presque énervée, hein, parce que J'imagine. cerveau, je parlais avec la psychologue, limite, enfin moi les psys, après j'adore parler avec eux, mais c'était des discussions pour moi. Et pourquoi il y a ci, et pourquoi il y a ça? Donc je suis pas là à raconter ma vie, mais limite je challenge. Enfin bref. Et donc ce jour-là, Typique. elle était agacée de se dire, mais l'autre, elle tourne en rond, quoi. Elle me dit, mais tant que tu n'avais pas accepté ça, donc tu sors de là, t'es énervé, je suis pas une victime. Puis tu rentres chez toi et tu dis, ouais, non, c'est vrai, effectivement, l'argument et le côté pragmatique. Si s'il y a pas eu de bourreau ou de persécuteur, donc il n'y a pas eu de problème. Si t'es pas une victime, c'est qu'il n'y a pas de bourreau, en fait. Exactement. Donc, accepte que tu l'as été, et dès l'instant où tu l'acceptes, et là, c'est l'une des phases du deuil la plus importante, hein, l'acceptation. Ben, une fois que tu acceptes que ça s'est passé, que ça ne te définit pas, c'est pas que le passé ne Que définit c'est pas une faiblesse. et c'est pas une faiblesse, ben là tu peux commencer à te reconstruire et à avancer. Donc oui, il faut accepter qu'on peut avoir été une victime et que les victimes ne sont pas des gens faibles et que notamment les victimes de harcèlement, en tout cas, ne sont pas de harcèlement moral, c'est pas forcément quelqu'un de faible. Et très souvent, ce que je constate maintenant dans les accompagnements qu'on fait, c'est que les personnes qui viennent vers nous, elles ont souvent quelque chose en commun. Ce sont des personnes compétentes qui ont des valeurs et qui sont investies dans leur travail. Donc, Loin d'être quelqu'un de faible. donc pas vraiment des gens faibles, mais justement, et c'est des gens du coup qui vont pas lâcher. Donc c'est sur ces Et personnes-là des que là, gens, je on pense, va comme s'acharner. c'est là aussi on peut en venir à là, c'est des gens très résilients. C'est justement peut-être là leur problème, c'est qu'ils sont capables d'en prendre plein sur le dos parce que justement ils ont des valeurs, ils ont de la conviction, de la discipline, de la détermination. Mais Mhm. parfois, ça peut les emmener dans des endroits où ils n'ont pas envie d'aller. Et c'est là où le Exactement. travail doit être fait. D'où l'importance d'apprendre à mettre des limites. Et ça, c'est une des choses maintenant hein, que quand je parle de harcèlement, ok, il y a la problématique des harceleurs qui sont ci, qui sont ça, mais en tant que cible potentielle, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit apprendre à faire? Et notamment si on a un mode de fonctionnement une fois de plus différent, une diversité cognitive, si on est très dans l'empathie ou hypersensible, c'est apprendre à dire non. Moi, je sais que j'étais pendant longtemps en anglais ils disent une oh, ça y est, j'ai encore oublié le mot. Une people pleaser. Ouais. Mm. Faut faire plaisir. Mais on n'a pas forcément conscience, quoi. Mais si je peux faire plaisir, vraiment, je le fais. Mais tendance à s'oublier soi-même. Et puis, du coup, il y a des gens bah, qui en jouent et qui chargent et qui chargent. Et le jour où vous dites non, oh, mais elle est méchante avec moi. Oh, mais elle est agressive. Je dis, parce que tellement vous avez habitué les gens à ce qu'ils vous bouffent, en fait. Et donc, ça, vraiment, pour les gens qui sont en empathie, on dit, c'est de travailler sur les limites qu'on fixe et se mettre soi aussi en premier, ne pas s'oublier, en tout cas. Et ça veut pas dire qu'on est devenu égoïste ou quoi que ce soit, mais c'est juste de savoir que, bah, dans la vie, tout le monde ne fonctionne pas comme nous. Tu sais, il y a une phrase qui dit, on voit le monde tel qu'on est et pas tel qu'il est. Et moi, quand je regarde les gens, j'avais l'impression avant que tout le monde fonctionnait comme moi, que tout le monde avait la valeur justice très importante, que tout le monde était honnête. J'ai un manager au travail, un des managers psychopathes, qui m'avait dit un jour, comme ça, c'est pas parce que tu es très honnête qu'il faut t'attendre à ce que les gens soient honnêtes autour de toi ou avec toi. Il était en fait en train de me dire qui il était. Et j'avais pas compris. Donc ça, c'est aussi une phrase. Mm. Donc je sais aujourd'hui que oui, le regard que je pose sur le monde, c'est comme moi je fonctionne. Mais sauf que c'est pas parce que moi je fonctionne dans l'empathie, que j'ai envie d'amener des solutions, de résoudre des problèmes et que non, il y a des gens sur cette terre, et il faut l'accepter, c'est violent, qui sont à l'opposé. Des gens qui sont dans l'ego, qui sont dans l'intérêt personnel, qui sont dans la manipulation et qui sont dans la destruction. Parce que ben, c'est des gens qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes, c'est des gens qui sont dans des peurs personnelles, c'est des gens qui sont dans des complexes, donc s'ils peuvent détruire l'autre, enfin, qui n'ont pas fait un travail sur eux, comme je résume souvent. Mais
quand on est dans l'empathie et quand on est hypersensible, il faut accepter, ça aussi c'est l'acceptation. Encore une fois, c'est la phase de Gentil. deuil, hein. Si j'accepte qu'il y a des méchants, Exactement. je peux Et réagir je différemment. peux réagir quand il y a des personnes toxiques, Ouais, voilà, voilà, qui toxique. viennent vers nous. Du coup, on les sent, on les reconnaît et il ne faut pas remettre en question son intuition. Et là, je reviens sur cette fameuse intuition, ce feeling où vous vous dites, mon Dieu, il y a un truc qui passe pas. Et moi, j'ai réalisé ces dernières années que, en fait, mon intuition elle ne m'a jamais trompée. Et Hmm. j'aurais dû m'y fier, en fait, à ça dès le départ. C'est une C'est-à-dire, question que je pose souvent, c'est est-ce que votre intuition vous a déjà trompé? non, Honnêtement, 100% des gens m'ont toujours non. répondu non. Le problème, c'est qu'on la remet en question. Quand on sent les choses parce que, ben, on est dans l'empathie, on veut faire plaisir, Et ben, surtout, on a l'impression qu'on va juger quelqu'un. On disait, ah, je vais lui laisser sa chance. Non, mais la personne n'est peut-être pas comme ça. En fait, dans la première seconde, tu le sais. on le sait, et en fait, c'est même pas une question de vouloir juger l'autre, c'est de se dire l'autre ne me convient pas. Et Mhm. il faut pas essayer de chercher à savoir, à comprendre pourquoi, parce que quand on rentre dans le oui, mais pourquoi je lui donne pas sa chance, c'est là où souvent on se laisse prendre par la manipulation, notamment en face. Parce que les gens qui viennent, C'est aussi accepter le rejet, c'est aussi accepter, je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, non, cette personne ne me convient pas. Donc, je vais pas lui plaire, il va pas me plaire et ça s'arrête là. et ça En s'arrête fait. là, et puis c'est pas parce que le feeling, il n'est pas là aujourd'hui, qu'il va pas être là dans 6 mois. C'est qu'il faut Absolument. souvent se dire que les gens, parfois, ben, ils sont dans un moment de leur vie où vous n'êtes pas fait pour connecter. Donc, ça peut être multiples raisons, en fait. La personne peut être vraiment toxique, comme la personne peut traverser un moment compliqué qui, du coup, ne résonne pas avec ce que vous vivez en ce moment. Donc, c'est juste de reconnaître, une fois de plus, et d'accepter que, ben non, là, on n'est pas en phase, en fait. On n'est pas en phase. Et comme moi, je dis, hein, la vie est courte. S'il y a une chose Oui. dont je suis consciente ces derniers temps, c'est de la brièveté de la vie. Et à partir de là, il n'y a pas une seconde à perdre avec des gens qui ne nous correspondent pas. Donc, si les gens ne vous correspondent pas, bah, vous passez à autre chose. Et c'est pas que vous êtes égoïste, c'est pas, non, c'est que chacun, enfin, on est 8 milliards aujourd'hui, je crois, sur Terre, vous trouvez des gens avec qui vous pouvez construire, avec qui vous pouvez vous épanouir, avec qui vous pouvez vous élever les uns les autres. Et si vous avez des gens qui sont pas dans dans ce mouvement, dans ce truc, ben, vous n'avez rien à faire avec eux, tout simplement, en fait, hein. Ouais. Et aujourd'hui, Joël, donc tu travailles beaucoup avec les entreprises. Résilience, donc qui est le croisement de, on l'a dit, hein, résilience, alliance, réseau. Aujourd'hui, est-ce que ça rayonne uniquement sur la Suisse? Est-ce que le projet, c'est que ça s'ouvre aussi à d'autres pays, ou c'est uniquement sur la Suisse? Non, c'est européen, en fait. Donc, on D'accord. a quand même une petite ambition. Mais ça, c'était dès le départ, c'est que la problématique à laquelle on répond, qui est le harcèlement, les discriminations de toutes les formes au travail et l'inclusion, puisque l'inclusion, c'est le vaccin, hein. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette problématique un peu comme un médecin, je dis toujours. Oui. C'est que j'ai identifié des symptômes, j'ai essayé de comprendre la maladie, mais pour comprendre la maladie, il a fallu remonter. Donc, harcèlement, discrimination, ce sont des symptômes de l'exclusion au travail. Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ça se manifeste? Ben, il faut que l'entreprise devienne plus inclusive. Et l'inclusion, c'est quoi? Vaste sujet dont je vais faire un podcast. Je lance un podcast justement bientôt là-dessus pour parler d'inclusion sous tous les angles. Pour résumer, l'inclusion, c'est un processus qui permet au sein d'une organisation de faire en sorte que chaque individu, quelles que soient ses différences visibles, invisibles, soit traité de manière équitable et respecté dans son intégrité. Moi, je résume ça différemment maintenant. C'est que pour moi, l'inclusion, c'est ni plus ni moins que la mise en application du principe d'égalité des droits. Et comme on sait que l'égalité, ça reste un vœu pieux, c'est un idéal, bon, on a besoin d'équité. Donc, l'égalité et l'équité, c'est pas la même chose. L'égalité, ce serait donner la même chose à tout le monde. Non, on sait qu'il y a des personnes qui partent avec un retard parce que la société en elle-même, dans ses systèmes, elle est inégalitaire. Et donc, c'est donner ce qu'il faut de plus à certains groupes pour que, ben, justement, atteindre cet idéal d'égalité. Un exemple très basique, dans les immeubles, il y a des ascenseurs, heureusement. Ça permet que les personnes à mobilité ou des personnes avec un handicap physique ben, puissent se déplacer. Mais au final, en mettant en place des solutions équitables, ça bénéficie finalement à tout le groupe. Parce qu'aujourd'hui, dans un immeuble, il y a l'ascenseur, c'est pas que des personnes dites à mobilité réduite Non, il y a qui des prennent personnes l'ascenseur, c'est tout âgées. le monde. Et finalement, une société, une organisation, une société plus inclusive, c'est une organisation, une société plus saine, plus productive, plus performante.
Et c'est ça que nous, on vise. Donc, nous, on vise ça à l'échelle européenne parce que le problème, il est partout. Et moi aussi, une fois de plus, je suis basée en Suisse depuis à peu près 14-15 ans, mais je suis française. J'ai vécu en France jusqu'en 2009. Je suis arrivée en France, j'avais 10 ans. Et je viens aussi d'Afrique. Donc, moi, j'ai toute cette, moi, je me définis aujourd'hui comme une citoyenne du monde, en fait. C'est aussi ce que je dis. Et quand je vois qu'il y a ce problème, tous les pays et tous les employés en Europe ne sont pas le tien. Ouais. Il y a aussi des disparités typiquement au niveau juridique. Et ça, je l'ai vu aussi dans mon process. Et comme tu disais, j'allais chercher des jurisprudences et je prenais des choses qui se passaient en France et je partageais avec mon avocat qui me disait, mais non, mais certes, on a la même langue, hein, mais le droit suisse et le droit français, c'est pas la même chose. Complètement. Et je me dis, mais c'est pas juste. Ça veut dire qu'un employé en France est mieux protégé qu'un employé en Suisse. Et ça veut dire que dans la même organisation. Une femme enceinte est plus protégée en France qu'une femme en Suisse. Donc, la même organisation, si vous avez un manager qui est basé en France ou en Suisse, peu importe, et qui harcèle une personne qui est en France, une personne qui est en Suisse, la personne qui est en France, elle sera mieux défendue, elle pourra avoir gain de cause, alors que la personne en Suisse l'aura pas. Et tout de suite, je me suis dit, non, du coup, la solution que tu vas mettre en place, elle peut pas juste s'arrêter à la frontière de la Suisse. C'est ça la complexité. C'est aussi la complexité. Il s'agit d'accompagner les employeurs dans leur globalité. Donc, c'est donc d'accompagner tous les employés. Typiquement, la plateforme Rescare qu'on a créée, c'est une plateforme on propose aux entreprises de prendre un abonnement à la plateforme et de l'offrir à leurs employés. En faisant ça, en fait, les employeurs, ça permet de recréer le lien de confiance entre l'employé et l'employeur. Parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien, les employés n'ont absolument plus confiance aux employeurs, notamment pour les accompagner dans des cas de harcèlement ou de discrimination. Donc, ce qui rétablit le lien, c'est de savoir qu'on s'appuie sur une structure externe qui ne dépend pas de l'employeur. Et l'idée, c'est que les employeurs qui prennent la plateforme, c'est tous leurs employés qui peuvent y avoir accès, quel que soit le niveau hiérarchique. Donc, le CEO, si demain il se retrouve harcelé, alors mauvais exemple, mais au moins jusqu'au DRH, parce que j'ai aussi des cas de DRH qui vivent le harcèlement. Et là, c'est compliqué. C'est pas parce qu'on est DRH que on ne peut pas être la cible, que ce soit du harcèlement ascendant, donc venant d'en bas, venant d'à côté, d'autres collègues, ou alors venant de plus haut. Donc, le DRH qui se retrouve harcelé par le CEO, bon, c'est très complexe. Donc, il y a un truc comme ça où là, tu dis, waouh. Donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse s'appuyer vraiment sur la plateforme et quelle que soit la localisation géographique. C'est pour ça que oui, on va se déployer aussi côté français et puis dans tous les autres pays d'Europe de l'Ouest pour l'instant, donc la Belgique. Enfin voilà, mais ça va se faire parce que c'est énormément de boulot. Déjà en Suisse romande où on a démarré, mais progressivement, oui, le but c'est de s'étendre partout en Europe. Bon, en tout cas, j'espère que tu auras pu susciter des vocations. Je me rappellerai toujours aussi ce que disait Fabrice Michaud. Il est aussi consultant, tu vois, pour des organisations. Il disait, lui, il est THP, j'ai cette faculté à télécharger assez rapidement comment fonctionne le système ou comment il dysfonctionne dans une organisation. J'ai vraiment développé ce truc-là. Et je me dis, si ça peut être aussi un exemple pour des personnes à haut potentiel ou autres, avec cette intuition et en même temps cette faculté de télécharger, le consulting aussi, ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous parce que en fait, c'est pile poil dans vos compétences. Donc, j'espère que Joël aussi vous aura donné une idée de, avant j'étais dans l'entreprise, j'ai vécu ça, j'ai vécu cette expérience et maintenant j'ai pu en sortir pour encore mieux aider les organisations. Moi-même aussi, je le fais un petit peu avec tout l'aspect plus thérapeutique, psychologique, en apportant de l'hypnose alliée au coaching dans l'entreprise, alors que c'est quelque chose avant qui était à l'extérieur. Donc, il y a aussi cette dimension-là. Et je me disais qu'on pouvait aussi, puisque on a quand même fait le tour de pas mal de choses, parler un petit peu de ton actualité. Donc, tu nous as dit que tu étais en train d'écrire un livre. J'imagine que c'est quand même par rapport à tout ton vécu et que tu vas reprendre en détail tout ça. Et puis que tu nous parles aussi de la journée du 24 mai 2023. Alors oui, dans l'actualité ou dans les projets que j'espère sur 2023, il y a la sortie du livre
qui est écrit, mais il faut que je fasse de la voilà. Il est écrit depuis le 31 décembre 2020. Je le précise parce que bon. Ça aussi, on en avait déjà parlé des... Bien, voilà. C'est 31 décembre 2020 à 23h57. Précisément. J'ai appuyé et j'ai poussé à une très bonne amie à moi, très chère à mon cœur, où j'ai dit, ça y est, c'est fait. Et je te l'envoie maintenant, comme ça, c'est 2020, quoi. C'est-à-dire que je veux pas amener ça en 2021. Donc, pour moi, c'était des petites choses comme ça qui, pour moi, étaient très importantes. Bon, maintenant, il faut reprendre ça, il faut retravailler, puis il faut que je vois, est-ce que je vais probablement partir sur de l'auto-édition, mais bon, c'est encore un autre, éditer un bouquin, c'est encore une autre paire de manches. Donc ça, c'est la première chose. 2023, avant la journée internationale, il y a le podcast dont je te parlais, où l'idée, c'est de pouvoir parler de l'inclusion sous tous les angles. Et puis là, on a une première série qui va démarrer sur un sujet spécifique. Et cette série est subventionnée par la ville de Genève sur le racisme antinois, très, très spécifique. Et puis donc le 24 mai, qui arrive, il y aura la journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail. Une journée que j'ai lancée, que Résalliance a lancée, donc l'association, en partenariat avec une autre association qui s'appelle Structurelle, qu'on a lancée le 24 mai de l'année dernière. Donc, un jour, l'année dernière, je cherchais la journée internationale contre le harcèlement ou la journée internationale pour l'inclusion, puisqu'il y a plein de journées internationales, il y a pléthore. Oui. Je pense qu'il y a la journée internationale de la chaussette gauche, je pense. À peu près, oui. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'une journée pour réfléchir individuellement et collectivement à un fléau qui est reconnu aujourd'hui dans toutes les instances, comment ça se fait qu'elle n'existe pas? Donc je me souviens toujours au moment où je faisais cette recherche sur Internet, mon cerveau gauche réalise que ça n'existe pas. J'ai tout de suite un truc qui dit, tu vas le faire. Donc ça s'est passé quasi instantanément comme ça. J'ai poussé un mail à mon comité, au comité de l'association en disant, au fait, on va lancer une journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion. C'est ce qu'on appelle des fulgurances. Donc il faut que quelqu'un le fasse. Et ils m'ont dit, la majorité, super idée, mais on ne sait pas comment on fait. Bref, donc je me suis lancée là-dedans. Et Serendipity ou Synchronicité, il y a Maya Doubou de l'association qui est aussi coprésidente et cofondatrice d'une association qui est basée à Fribourg. À l'époque, elle me contacte pour me proposer d'intervenir sur une table ronde sur le leadership au féminin. Donc voilà, elle a trouvé mon nom par je sais plus quel truc. Et puis on devait se parler pendant 30 minutes, comme ça par Zoom. On a passé 3 heures. C'est le premier contact. Tellement de connexion. Et à un moment, avant de se quitter, on se dit, bon, faudrait peut-être qu'on arrête, parce que bon, on a d'autres choses à faire aujourd'hui, il était déjà 18h. Je lui dis, je sais pas, on se voyait à l'époque, je lui dis, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous parler d'un projet, une idée qui m'est venue en tête il y a 3 semaines. Et je lui parle de ça, elle me dit, waouh, mais c'est une super idée. Et puis, elle, je pense qu'elle aussi, elle a ce truc au niveau, parce que tac, tac, voilà, on ne se perd pas quand on se parle l'une l'autre. Et en fait, on a un cerveau aussi vif l'une que l'autre, quoi. C'est en Wi-Fi presque. Ça s'enchaîne, mais et à deux, on arrive à faire franchement à soulever des montagnes, parce que cette journée internationale, on l'organise en 2 mois. Ça, on ne dit pas encore. Mais entre ce moment où on a connecté, où on a réussi à faire ça à Fribourg. Mais c'est ça qui a de fort quand on met justement des esprits, des personnes déjà qui ont les mêmes valeurs. Parce que quand on a discuté naturellement, j'ai parlé de mes valeurs et m'a dit, mais l'intégrité et la justice, ça fait aussi partie de mes valeurs. Donc, on a vraiment matché sur les valeurs. Et je lui ai parlé de ce projet. Tout de suite, elle était déjà en train d'anticiper. Elle me dit, mais vous pensez le faire à quel moment? Je lui ai dit, mais il faut que ce soit au mois de mai. Parce que le mois de mai commence par la journée du travail, le 1er mai. Et je veux que ce mois se clôture par la journée contre le harcèlement et pour l'inclusion au travail. Sauf que, on a commencé j'avais regardé l'agenda, des dates et puis entre les différentes fêtes religieuses et à la base je pensais au 26 mai, elle me dit tout de suite mais attention, le 26 mai c'est une fête religieuse en Europe donc il y aura personne. Et naturellement elle est allée regarder l'agenda de l'ONU en me disant le 24 mai il y a rien dans l'ONU donc ce serait peut-être mieux. Je dis donc on s'est mise en fait à commencer à travailler sur le truc mais tellement naturellement. Bref, donc c'est le 24 mai et on l'a lancé l'année dernière et cette année on organise la célébration donc du premier anniversaire à Genève. Ça va être des webconférences dans la journée
Et puis le soir, il y aura une grande conférence plénière à l'auditorium de la Fédération des entreprises romandes. Et quand on l'a fait aussi, je précise quand même, on l'a fait avec le soutien de plusieurs organisations, associations, institutions, notamment la Fédération des entreprises romandes, avec le directeur adjoint actuel, Olivier Sandeau, qui est partie prenante. On l'a aussi surtout fait, alors ça, je devais le mentionner en premier, grâce au soutien d'une ancienne présidente de la Confédération suisse, que je remercierai jamais assez, c'est Micheline Calmiret. C'est qui s'est montrée hyper réceptive, et dès l'instant où j'ai eu cette idée, c'est la première personne à qui j'ai pensé, parce que je l'avais rencontrée en 2021 pour lui parler de résilience et de cette idée que j'avais encore et de mon approche, et elle s'est vraiment montrée sensible à ça. Et elle m'avait dit à l'époque, ben, si je peux aider, alors je suis très, très, très occupée, mais dites-moi. Et moi, je m'étais dit, OK, on verra, parce que faut que je trouve vraiment le rôle, comment elle peut vraiment soutenir. On verra. Et à l'époque, en 2021, j'avais pas encore cette idée de lancer la journée internationale. Donc, quand j'ai eu l'idée, voilà, son visage m'est apparu tout de suite, en fait. Donc, il y a des trucs comme ça. Et son visage, et puis le visage d'autres personnes avec qui j'avais connecté en 2021, et je me suis dit, waouh. Et du coup, j'ai appelé ces personnes-là, et toutes m'ont dit, oui, bien sûr. Et donc, c'est ces personnes qui ont enregistré. On avait fait une petite vidéo pour expliquer pourquoi c'est important. Elle est aussi sur YouTube, hein, d'ailleurs. D'accord. Et donc, il y a notamment aussi Rokhaya Diallo. Il y a le directeur d'une institution contre le racisme en Europe. Enfin bon, bref. Donc, on a, et puis d'autres associations, du coup, soutien l'association des hommes des pères de famille, enfin de tout en fait, justement, parce que c'est pas excluant, on intègre vraiment tout. Et et donc on va organiser cette table ronde avec Micheline Calmiret, qui est disponible et qui a dit oui. Donc je suis je peux pas être plus heureuse, franchement. Qui sera là, Olivier Sandeau qui sera là. Donc là, on attend encore la confirmation d'autres speakers. Et suite à la table ronde, il y aura un cocktail dînatoire, toujours dans le magnifique bâtiment de la Fédération des entreprises romandes à Genève. Et l'idée vraiment autour de cette journée, hein, c'est de réunir les parties prenantes, donc les employés, mais surtout les employeurs, pour réfléchir ensemble à la problématique et l'importance de trouver des solutions constructives et pragmatiques. Parce que tout le monde aujourd'hui reconnaît que c'est un fléau, le harcèlement au travail. 60% des employés en Suisse disent avoir déjà été confrontés au mobbing. 6 femmes sur 10 est et va être harcelée sexuellement pendant toute sa vie professionnelle. Donc, vous imaginez de 18 ans à 64 ans. Et c'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on n'est pas... J'ai tombé sur une étude dernièrement française où les femmes de 40, 50, 60 ans se font aussi harceler sexuellement. Donc, et le harcèlement, ça veut dire plusieurs fois. Donc, un homme sur 10 aujourd'hui officiellement est harcelé sexuellement. Donc, c'est vraiment un fléau qui coûte à la société, qui coûte en termes de santé, ça je peux en témoigner personnellement, qui brise des vies, et pas que la personne qui est directement la cible, mais également l'environnement, la famille, qui crée des traumas, et les traumas se transmettent aussi aux enfants, notamment aux membres de la famille. Donc, et moi, c'est cet aspect justement systémique que nous, on étudie et qu'on a à cœur et qu'on prend en compte quand on accompagne les individus ou les entreprises. On ne se contente pas de regarder, tu sais, de manière linéaire un problème et une personne, c'est l'impact de ce problème sur tout l'environnement et toute la société. Et donc là, c'est de se dire à un moment, waouh, c'est un vrai problème. L'être humain, quand il dysfonctionne et que les systèmes de l'organisation lui permettent de dysfonctionner, voire aggravent le dysfonctionnement, ça brise des gens, ça brise des familles, ça transmet des traumatismes dont les enfants héritent, et ils se construisent avec des traumas déjà dont ils n'ont même pas conscience. Donc, ils vont devenir demain potentiellement des futures victimes ou des futurs bourreaux, parce que, à un moment, bien sûr, on reproduit. Si tu fais pas un travail sur toi, tu peux retomber, tu restes une victime, ou alors tu peux décider de devenir un bourreau. D'où l'importance de l'accompagnement psychologique qu'on met en place au sein de Résilience pour les victimes. Hein. C'est justement pour qu'elles se reconstruisent. Donc, c'est les accompagner sur le chemin de la résilience, qu'elles puissent se reconstruire, qu'elles puissent mettre du sens là-dessus et qu'elles puissent repartir, mais rebondir vraiment en étant encore meilleures, mais pas retomber dans la victime, ou alors de devenir un bourreau. Donc, c'est vraiment je dis toujours, c'est de casser le cycle de violence. C'est vraiment ça, moi, qui m'anime. C'est que je vois comment l'être humain crée les conditions de son autodestruction. Je me dis, mais on n'arrive pas à se rendre compte. Est-ce que collectivement, là, on réalise qu'on est en train de faire? C'est que en harcelant, en laissant faire des discriminations, on transforme des gens qui étaient des bonnes personnes, on peut les transformer
en quelque chose qu'elles ne sont pas. Et moi, dans mon parcours, j'ai eu un moment, je me suis retrouvée à la croisée de ces chemins. Si tu fais quoi? Est-ce que tu te venges très clairement et tu deviens en fait quelqu'un que tu n'es pas à la base? Est-ce que tu te laisses mourir? Parce que finalement, la société dans son ensemble et cette expérience est en train de te faire croire que c'est toi le problème et que tu n'as pas ta place sur cette terre. Donc, il y a tous ces Et là, tu te questionnements. victimises. Et là, tu te victimises, oui. Après. Mais c'est pas aussi simple que ça. Mm-hmm. C'est de se dire, j'ai pas ma place là. C'est en fait, quand t'es en dépression, t'es même plus dans la victimisation. Oui. Là, quand on arrive là, oui, bien sûr. Parce qu'on essaie de te faire croire que tu n'as pas ta place sur Terre, Bien puisqu'on veut sûr. te Oui. psychologiquement. Donc, si tu te, Parler plutôt de l'après, en fait. oui, de l'après. L'après, ouais. Mais donc, à un moment, on se retrouve à la croisée, on doit faire un choix. Et le but, c'est que qu'on fasse le meilleur choix pour soi, mais surtout qu'on se dise, qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi et sur le monde? Et moi, c'est Et d'ailleurs, quel est voilà, si on donne un dernier conseil pour toutes les femmes qui sont là et qui se rendent compte peut-être grâce à ces podcasts qu'elles sont victimes de harcèlement d'une manière ou d'une autre, parce que là, on a élargi à beaucoup de sections justement. Quelle est la première chose à faire, d'après toi? La première chose, c'est d'en parler, hein. C'est de surtout pas rester dans son coin, parce que le but, justement, des harceleurs, c'est de vous isoler, c'est de vous faire croire que vous êtes le problème. Bah oui, tu t'es fait harceler sexuellement, mais en même temps, tu mets un décolleté pour aller travailler. Voilà. C'est bien ta faute. Tu devrais te mettre en col roulé tous les matins, quoi. Donc, c'est vraiment d'en parler, et puis de se faire accompagner. Parce qu'on ne se rend pas souvent compte pendant que ça se fait, mais ces micro-agressions, ou moi je les appelle même plus micro, mais ces agressions répétées, puisque dans le harcèlement, là je parle pas d'agression sexuelle. Si on parle du harcèlement globalement et du harcèlement moral, c'est la notion de répétition. Et ces répétitions, c'est autant d'aiguilles en fait qu'on se prend dans le corps, on n'a pas conscience, mais qui vont porter atteinte, qui vont atteindre notre intégrité. Et il faut se faire accompagner à un moment. Et pour justement ne pas garder des séquelles, parce que le harcèlement, ça crée du stress post-traumatique. Hein. Donc l'accompagnement psychologique et puis l'accompagnement par un coach aussi, si pour regagner confiance en estime de soi, etc. Notamment si on veut reprendre une activité professionnelle. Donc c'est ça, c'est vraiment se faire accompagner. C'est investir sur sa valeur qui souvent a été perdue en cours de route et qui fait que voilà, ça atteint l'intégrité en fait. C'est réinvestir en priorité là-dedans, reconstruire cette valeur. Et puis après, voilà. Et donc c'est pour ça que la plateforme existe. C'est pour donner une espèce de bouée qui permet aux gens de s'accrocher pendant j'ai envie de dire, j'ai toujours la métaphore de la traversée de l'orage, tu sais, de la tempête en mer, parce que c'est vraiment ça où on peut se noyer et il y a des personnes qui se noient, il y a beaucoup de personnes qui en meurent, mais en silence. On n'en parle pas et puis on met ça sur autre chose. Oh, elle était faible, machin, dépressive. Oui, mais qu'est-ce qui a amené à ça, quoi? Alors il y a jamais une seule cause qui ramène souvent un suicide ou une dépression autre. Bien sûr, souvent, mais il y a quand même des causes extérieures. C'est-à-dire que le harcèlement... Comme tu dis, c'est la goutte d'eau par rapport à des choix favorables, en fait. Donc, et ça, on peut couper court à ça. C'est-à-dire qu'on peut intervenir individuellement, toujours, et collectivement, pour empêcher que les systèmes, que l'environnement ne broie des individus. Parce que ces individus, ça peut être, c'est moi aujourd'hui ou c'est pas moi demain, c'est mon collègue. Et souvent en entreprise, ça, j'aime bien le rappeler, vous êtes témoin aujourd'hui, demain, vous pouvez être une cible. Ça peut être n'importe qui. Il faut pas croire que ça peut être n'importe qui. N'importe qui. C'est bien, vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas une minorité ou un groupe minorisé ou sous-représenté. Mais je dis souvent aux hommes, vous savez, à un moment, vous montez dans la hiérarchie, là, quand on veut monter, tu sais, dans la pyramide, il y aura pas 15 hommes au-dessus. Donc, les hommes se retrouvent, certains souvent discriminés, quand ils commencent à avoisiner les 50, 55 ans. Là, ils découvrent ce que c'est que la discrimination. Donc, j'ai aussi des personnes qui sont venues vers nous en disant, il m'est arrivé ça et ça et ça. Et donc, j'ai beaucoup d'hommes qui soutiennent aujourd'hui Résilience. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vécu à un moment. Mais ils l'ont vécu très tardivement. C'est la fameuse mise au placard et la discrimination de l'âge tardif.
Ah, ça Exactement. Donc existe. là, l'agisme, on se dit, bah Mm. oui, c'est exige. Oui, mais en fait, au-delà de l'agisme, il y a le sexisme, il y a le racisme, il y a donc il y a déjà plein d'autres choses avant, mais on les accueille, hein. Je veux dire, c'est pas, mais, Bien et moi, sûr. j'ai besoin de ces alliés-là aussi, parce que ceux-là, aujourd'hui, c'est eux qui peuvent aller parler à d'autres jeunes hommes, peut-être, qui sont bien portants, en disant, attention, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes potentiellement préservé que demain, la machine ne peut pas se mettre en branle et vous broyez vous. Donc, c'est de dire à un moment comment collectivement et individuellement on agit pour arrêter, pour arrêter ce cycle de violence, en fait. Et donc, la journée du 24 mai, pour revenir là-dessus, c'est ça, vraiment. C'est on se pose un moment, on ose affronter un problème. Et affronter le problème, ça veut pas dire se culpabiliser ou s'auto-flageller, c'est de faire un constat. L'être humain dysfonctionne pour des raisons que la psychologie explique bien, parce que les systèmes si, parce qu'on a hérité de biais, parce qu'il y a l'histoire derrière. Quand on doit parler de racisme, ben, il faut se confronter à l'histoire coloniale notamment. Mais tout Mhm. ça sans culpabilisation, c'est de dire il y a un problème, on comprend le problème, on voit d'où il vient. Et une fois qu'on a compris d'où il vient, qu'on l'a accepté une fois de plus, ben, ensemble, collectivement, on construit des solutions qui vont permettre dans une société de créer une société, une organisation, une entreprise, une société globalement plus inclusive et qui permettent à chaque être humain, et je reviens sur la notion d'être humain avec laquelle j'ai démarré, à chaque être humain de pouvoir exprimer son plein potentiel et de s'épanouir sur cette terre, parce qu'on a tous quelque Mhm. chose à apporter sur cette terre. Oui, c'est ce que tu disais très bien aussi l'autre fois, c'est la différence entre la responsabilité, c'est ça dont on veut parler, versus la culpabilité. Exactement. Mhm. Être responsable en tant qu'employeur, ça ne veut pas dire être coupable. Vous êtes responsable parce que ce qui se passe dans l'environnement professionnel que vous mettez en place, c'est de votre responsabilité d'employeur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup maintenant il y a des postes de CSR, Oui. qu'on parle de Corporate Social Responsibility. Donc, vous êtes responsable en tant qu'employeur, vous êtes responsable et vous devez mettre en place des outils pour détecter, pour accompagner, pour préserver l'intégrité de vos employés. Si vous ne faites rien, là, et surtout, si vous savez qu'il se passe quelque chose et vous ne faites rien pour empêcher, pour préserver l'intégrité de vos employés, là, non seulement vous devenez coupable, mais en plus, vous êtes complice. Mhm. Donc, vous pouvez travailler, on peut travailler en amont pour pouvoir identifier, détecter le plus en amont possible des problèmes, amener des solutions pour préserver l'intégrité. Et en fait, c'est ce que j'appelle moi du pragmatisme. C'est que Mhm. ces questions d'inclusion, au moment où il faut juste être pragmatique. On n'est plus dans l'émotionnel. Je disais à un de mes contacts il y a pas longtemps, il a adoré la phrase, j'ai dit, il y a un temps pour l'émotion, il y a un moment pour l'émotion, il y a un endroit pour l'émotion. Je sais plus de quoi on parlait. J'ai dit, oui, moi, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Mais je l'ai décortiqué, je l'ai décrypté, je l'ai analysé sous tous les angles. Aujourd'hui, ça ne m'affecte plus. Mais ça m'a appris tellement que je peux accompagner aujourd'hui les organisations en disant, voilà comment il faut faire. Voilà comment vous pouvez réagir pour accompagner les personnes dont l'intégrité a été attaquée. Parce que quand l'intégrité de quelqu'un est attachée, ça touche à ça, ça, ça. Et pour éviter que ça n'escalade, il y a certaines choses que vous pouvez faire. Il y a une manière de communiquer qui va permettre d'apaiser complètement la situation. Et ça, je suis en mesure de le faire parce que je suis passée par là. Mais c'est comment on le fait de manière pragmatique, mais pour ça, il faut avoir de la volonté. Et Mhm. donc, il faut être un employeur vraiment responsable, donc quelqu'un qui sait que tout n'est pas sous son contrôle. Donc, si on est un employeur dans l'ego, il y a encore des gens qui disent aujourd'hui, non, mais ça n'existe pas dans mon entreprise. Ok, Ouais. moi, je ne peux pas travailler avec ces genres de personnes parce qu'on part de trop loin. Je travaille avec des gens qui disent, qui reconnaissent qu'il y a quelque chose qui n'est pas sous leur contrôle. Parce que je dis toujours, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque employé. Parfois, c'est le DRH qui dysfonctionne. Parfois, c'est le chef des ventes qui dysfonctionne. Mais le chef des ventes, il vous ramène 1 million ou 100 millions de chiffre d'affaires par an. Qu'est-ce qu'on fait? Même dans ces cas-là, ensemble parce que en fonction de la problématique du chef de vente, ça peut être comment est-ce qu'on fait un coaching de manière subliminale. Alors, je vais pas rentrer dans les Mhm. méthodologies qu'on a développées, mais il y a différentes manières d'adresser le problème en fonction de la personne. Et ça, on travaille aussi avec les organisations justement pour pouvoir leur permettre d'adresser le problème sans perdre le chef de vente qui est super performant. Et encore, la question, c'est de savoir est-ce que ça vaut la peine de le garder parce que, OK, il nous ramène X millions, mais les personnes qu'il harcèle potentiellement pourraient aller raconter ce qui leur arrive dans la presse, etc. Quels pourraient être les dommages à la réputation? Mhm. Donc, il y a tout ça. Oui, c'est du pragmatisme sans oublier l'humain.
Et c'est là où moi, avec l'approche de Résilience, c'est toujours dire, oui, vous pouvez être pragmatique. Aujourd'hui, vous êtes pragmatique, vous faites en sorte que la victime s'en aille et en fait, vous étouffez le problème ou vous tuez le problème en rajoutant la double peine à la victime, en vous disant, ben, on se débarrasse du problème, on se débarrasse de la personne. Non, le problème, il reste dans l'organisation. Et c'est là où moi, mon approche est de dire, on va régler le problème. Et le régler, c'est pas se débarrasser forcément de la personne qui veut parler. C'est pas l'évitement. Et c'est en plus, on va préserver, on va faire en sorte d'aider la personne à reconstruire son intégrité. Et cette personne-là, ben, c'est quelqu'un qui ne va pas aller mal parler de l'organisation. C'est quelqu'un qui va reconnaître que son employeur ben, a fait de son mieux. Donc, quelqu'un qui va pas partir en gardant de la colère, de l'aigreur contre toute l'organisation, parce que l'organisation a fait en sorte que oui, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas sous notre contrôle, mais on a fait de notre mieux. Donc, c'est vraiment nous, notre approche de cette problématique d'inclusion dans le monde du travail, c'est de pas être dans l'évitement, c'est de reconnaître que ça existe, mais c'est d'y apporter une réponse pragmatique et constructive. Génial. Bon, en tout cas, pour toutes les personnes qui sont intéressées aujourd'hui, soit pour faire partie justement de cette association, soit parce que justement, je sais pas, vous êtes une victime, je vous mets toutes les informations dans un lien sous la vidéo. Donc c'est resalience.com si je me trompe pas. Et puis Joël, je te remercie énormément pour ta générosité, pour ton authenticité. Je sais que c'est l'année, on s'était dit, de la révélation. Alors, merci beaucoup. J'ai trouvé que c'était super clair, justement super pragmatique, tout ce que tu nous as dit. Et j'espère que ça aidera pas mal de gens à sentir aussi que ça peut arriver à tout le monde. Vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des associations comme Résalience qui prennent en compte justement cette intersectionnalité et qui sont là pour vous. Donc, merci Joël. Merci à toi, Sandrine. Et je rappelle juste, Résalience, c'est une association, mais c'est aussi une SARL. Oui, c'est vrai. Une organisation. Et c'est surtout une plateforme. Donc, les personnes qui pourraient être confrontées à cette problématique, moi, ce que je leur dis, c'est vous pouvez aller sur la plateforme et allez-y. Vous racontez déjà votre histoire. C'est gratuit parce que la plateforme, elle a aussi ça. L'objectif, c'est de donner un lieu aux personnes pour qu'elles puissent raconter leur histoire en toute confidentialité. Pour poser, voilà, comme on dit en psychologie, pour déposer le problème. Et c'est pas une page blanche. Il y a un questionnaire, les gens découvriront. Donc, c'est quelque chose pour vraiment vous guider, pour que vous preniez conscience de ce qui s'est passé et aussi que vous vous questionnez parce que beaucoup de gens pensent être harcelés, mais ce n'est pas du harcèlement. C'est ce que j'appelle les victimes importées. C'est que c'est des personnes qui vivent quelque chose de tellement violent dans leur environnement personnel qu'elles n'osent pas, je dis, et là, quand je dis elles, c'est hommes comme femmes, c'est les personnes n'osent pas affronter ça et vont faire de la projection. Donc, arrivé au travail, on va se retrouver face à un ou une manager qui fait son travail, qui est assertif ou assertive, et on va s'imaginer que la personne nous en veut pour quelque chose. Ça aussi, c'est des choses que je vois dans les enquêtes et qu'il faut détecter parce que du coup, ces victimes importées, ce sont des bourreaux déguisés. Et des personnes qui vont cibler quelqu'un et qui vont accuser quelqu'un de harcèlement. On a de plus en plus de gens qui viennent vers nous en disant « j'ai été licenciée, on m'a accusé de harcèlement alors que je n'ai pas harcelé ». Et là, on parle de mobbing. Donc, une personne qui arrive au travail, qui a un mal-être personnel, qui va aller cibler quelqu'un en disant « telle personne me harcèle », qui va faire de la médisance autour. Et donc, il va créer un environnement qui va être hostile pour le ou la manager. Et on a des gens qui se font licencier puisque l'entreprise n'y voit que du feu. Parce qu'il n'y a pas d'enquête ou l'enquête, elle n'est pas poussée. Et on cible. Et en plus de ça, s'il y avait quelqu'un dans l'entreprise, je pense à une personne, un homme qui est venu vers nous récemment. Si en plus il y a quelqu'un dans l'organisation qui voulait votre tête, entre guillemets, parce que les gens ziotaient, avaient une vue sur votre poste, on va se servir de cette situation-là pour vous éjecter. Ouais. Donc, allez sur la plateforme pour raconter déjà votre histoire. Et si ensuite vous souhaitez être accompagné par un des praticiens du réseau, ça peut être un avocat, ça peut être une fois de plus un coach en transition de carrière ou thérapeute, vous pouvez. Et là, c'est un service qui est proposé. Mais retenez une chose, c'est que ce sont pas tous les avocats, ce sont pas tous les thérapeutes et ce sont pas tous les coachs qui peuvent accompagner, qui sont compétents pour accompagner des personnes qui ont été victimes de harcèlement ou de discrimination en entreprise, qui ont la sensibilité sur ce que j'appelle le spectre de la diversité. Il y a des gens qui sont plus sensibles sur le genre, mais ils vont pas du tout être sensibles sur la question de l'ethnicité, ils vont pas du tout être sensibles sur la question de la religion, ou du moins ils vont avoir des biais
sur ces autres aspects-là, et alors qu'ils vont pas du tout comprendre la question de la neurodiversité. Et Bien nous, sûr. quand on référence les praticiens, et le process de référencement qu'on a mis en place, c'est qu'on sélectionne des praticiens qui ont justement la sensibilité sur l'ensemble du spectre de la diversité. Donc, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez handicapé, que vous soyez que vous soyez HPI. Alors, j'aime pas t'as vu, j'ai évité d'utiliser certains termes pendant toute la discussion, puisque je t'avais dit que bon, moi, pour l'instant, les cases, les machins, les chouettes, peu importe comment vous vous nommez, j'ai envie de dire, moi, on s'en fout, en fait. Vous êtes un être humain avec multiples facettes, et l'idée, c'est que vous puissiez trouver l'accompagnant qui vous correspond en tout point et que vous pouvez choisir et avec laquelle vous allez créer un lien de confiance qui va faciliter l'accompagnement. Donc, attention. Tu m'as dit tout à l'heure, une des questions, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive? J'ai dit, il faut chercher de l'aide. Mais attention auprès de qui vous vous adressez. Oui, c'est important de le Désolée, dire. je vais revenir sur un autre point. C'est que moi, dans mon accompagnement, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, je suis tombée sur un psychiatre, j'aurais jamais dû y aller. C'est la seule fois pendant ma dépression où je me suis dit, prends ta voiture, tu fonces dans le lac parce qu'en fait, c'est toi le problème. Parce que le psychiatre, et je vais pas expliquer ce qu'il m'a dit là, mais dans ce qu'il m'a sorti ce jour-là, en fait, il était en train de me dire, mais c'est vous le problème, en fait. Il faut vous remettre en question. Enfin, il faut changer qui vous êtes. Et je me souviens, je lui avais dit, mais docteur, je ne peux pas laisser ma peau et mon utérus à la maison avant d'aller travailler. Comment vous voulez que j'enlève ça, en fait? Et il était tellement, je suis désolée du terme, nul, que c'est l'inverse qu'il a créé, quoi. Et heureusement que j'avais cette psychologue à côté qui m'accompagnait, parce que j'étais accompagnée par... C'est très important de préciser qu'on a le droit aussi de faire son marché et que comme n'importe quelle chose, il faut aller voir plusieurs personnes pour savoir quelle est la bonne. Exactement. Sauf que quand on est pris dans ce truc, bien sûr. est sidéré, on est c'est difficile. On veut la première personne qui vous dit oui, je suis prêt à vous aider. C'est comme ça souvent qu'on tombe sur des gourous. Hein. Donc c'est pour ça d'autres manipulateurs puisqu'on est en position de vulnérabilité à ce moment-là. Exactement. Et d'où encore une fois la plateforme quand je l'ai pensée, c'était comment on offre vraiment un environnement sécurisant pour l'individu, pour que la personne n'ait pas besoin d'aller taper sur Google et prenne le risque de tomber sur des gourous coachs. J'en ai aussi croisé, des thérapeutes ou des psychiatres qui sont incompétents, qui vont renforcer le mal-être, et puis des avocats qui sont pas intègres, qui voient juste de l'argent à se faire facilement, qui sont pas compétents sur la question de la discrimination, ça les intéresse même pas. Donc il faut bien choisir, et c'est pour ça que on a créé Rescare. Voilà. Bon, en tout cas. Merci beaucoup, Joëlle. Je pense que tout le monde a été convaincu par ton énergie, que j'adore. Et je te remercie beaucoup. C'était honnêtement passionnant. Je pense qu'on pourrait aussi en parler pendant des heures. Et si vous aussi, vous avez d'autres questions, si vous voulez je sais pas, un autre jour, on aborde une autre partie du sujet plus en profondeur, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. Ça sera utile pour tout le monde à partager aussi peut-être vos expériences à vous, même si je sais que voilà, il y a des choses très intimes et que tout le monde ne peut pas le faire comme Joëlle après des années après, comme elle vient de le faire aujourd'hui, parce que c'est pas un exercice évident et que on arrive à le faire un jour, mais voilà. Mais n'hésitez pas à partager aussi des expériences que vous avez vécues et j'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt les héroïnes. Bye bye. Soignez-vous bien. Ciao Joëlle. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!